Ces images ont marqué les esprits, hein. Ces traînées lumineuses qui déchirent la nuit, un balai aérien presque irréel. Oui, c'est vrai que c'est assez saisissant. Ce sont les intercepteurs du système de défense israélien en pleine action. Exactement, ils neutralisent des roquettes juste au-dessus des têtes. Un spectacle technologique, c'est sûr, mais qui cache une réalité plus complexe. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce système de défense antimissile israélien. On va s'intéresser particulièrement à son élément le plus connu, le dôme de fer, l'Iron Dome. Mhm. Notre mission, si on peut dire, décortiquer son fonctionnement, surtout comment il fait pour intercepter ses projectiles en plein vol, Mhm. mais aussi regarder ses capacités réelles, et puis ses limites, dont on parle moins souvent, et les questions stratégiques que ça soulève. On va se baser pour ça sur les infos des sources qu'on a consultées. Oui, et peut-être, juste avant d'aller plus loin, une petite précision sur les mots qu'on utilise. C'est important. Ah oui, On entend souvent missiles, roquettes, on mélange un peu tout. Mais c'est pas la même chose. Un missile, lui, il est guidé. On peut diriger sa trajectoire vers une cible. Il y en a de différentes portées. d'accord. La roquette, elle, la plupart du temps, elle n'est pas guidée. C'est plus rustique, moins précis. Mais, et c'est là le point clé, c'est beaucoup moins cher à produire. Ah, d'où l'intérêt pour certains groupes. Exactement. Ça permet des tirs en grand nombre, en saturation, pour essayer de submerger les défenses adverses, quoi. Et on voit bien que ces armes prolifèrent depuis les années 70, et surtout, depuis les années 2000, ça s'est accéléré. Compris. C'est une distinction importante. Alors, cette défense israélienne, vous disiez que ce n'est pas juste le dôme de fer. Non, non, il faut voir ça comme une architecture, un bouclier à plusieurs couches, si vous voulez. Plusieurs couches, ouais. Oui, on peut distinguer 3 étages principaux. Le dôme de fer, pour les menaces les plus proches, les roquettes, les obus de mortier. Ensuite, on a la fronde de David, pour l'étage intermédiaire. Et enfin, les systèmes Arrow, ou Arrow en hébreu, pour les menaces qui viennent de plus loin. D'accord, une structure multiniveau donc. C'est tout à fait ça. Et cette architecture, elle s'est pas faite en un jour, hein. C'est une réponse à des menaces qui ont évolué, qui sont devenues plus pressantes pour Israël. Comme les tirs depuis le Liban ou Gaza? Oui, notamment les tirs de roquettes du Hezbollah depuis le Liban et du Hamas depuis Gaza. Il y a eu un tournant, un événement qui a vraiment accéléré les choses. C'est la guerre de 2006 contre le Hezbollah. Ah oui, Pendant ce conflit, Israël a reçu près de 4000 roquettes, parfois plus de 100 par jour, et à peu près un quart touchaient des zones habitées. C'était énorme. ça devait être terrible. C'est dans ce contexte très tendu que le ministre de la Défense de l'époque, Amir Peretz, a pris une décision, assez audacieuse, et même critiquée au début. Laquelle? Celle de lancer le développement du dôme de fer. Beaucoup doutaient que ce soit faisable ou que ça vaille le coup. Mais il a tenu bon. Et la première interception réussie, elle date de 2011 seulement. D'accord. Alors revenons à notre question clé. Comment ça marche, ce dôme de fer? Comment il intercepte une roquette? Concrètement, c'est quoi? Une sorte de bouclier invisible? Non, pas du tout cette image de coupole, de dôme physique. En fait, le dôme de fer, c'est un réseau de systèmes d'armes mobiles qu'on appelle des batteries antimissiles. Des batteries. Oui. Et chaque batterie a 3 composants essentiels. D'abord, un radar. Lui, il détecte et il suit les tirs entrants. Ensuite, une station de contrôle et de gestion. C'est un peu le cerveau du système. Mhm. Et enfin, un lanceur mobile. Dedans, il y a les missiles intercepteurs, les fameuses Tamir. Jusqu'à 20 par lanceur. Et Israël en aurait une dizaine de ces batteries réparties sur son territoire. Une dizaine de batteries. Et ça couvre quelle surface? Alors, chaque missile Tamir, lui, il a une portée d'environ 70 km. Et une seule batterie peut surveiller et protéger une zone d'à peu près 150 km². 150 km², c'est pas mal. Ça fait la taille d'une bonne agglomération. Oui, c'est ça. Donc on a le radar qui voit, le cerveau qui analyse et le lanceur qui tire. Simple sur le papier. Mais j'imagine que la séquence d'interception elle-même, c'est là que ça devient fascinant. La vitesse, le tri, comment ça se passe étape par étape? C'est là, oui, que la technologie est assez bluffante. C'est un processus très rapide et surtout très sélectif. Alors, première étape, le radar détecte le lancement d'une roquette. Il peut la voir arriver de loin, parfois jusqu'à 100 km. D'accord. Quasi instantanément, l'info, sa vitesse, sa trajectoire de départ, est envoyée à la station de contrôle, le cerveau. Et là, le calcul commence. Exactement. Deuxième étape, et elle est cruciale, le système calcule la trajectoire future de la roquette. Et surtout, il estime où elle va tomber, son point d'impact probable. C'est là qu'intervient le fameux tri.
le tri. Oui, le système détermine si cette roquette représente une menace réelle. Est-ce qu'elle se dirige vers une zone habitée, une usine, une base militaire, ou est-ce qu'elle va tomber en plein désert ou dans un champ? Ah, donc il ne tire pas sur tout ce qui bouge. Non, surtout pas. Ce serait un gaspillage énorme, vu le coût des intercepteurs. Si la roquette va tomber dans une zone vide, en général, le système ne fait rien. On laisse tomber. C'est une sorte de calcul risque-bénéfice en temps réel, en fait. Et si la menace est jugée sérieuse? Alors là, oui. Si le système calcule que la roquette est dangereuse, la station de contrôle envoie immédiatement l'ordre de tir au lanceur le plus proche et le mieux placé. Et le missile Tamer est lancé? Un ou parfois deux missiles Tamir sont lancés. Ils sont guidés activement vers la cible, ils ont leur propre capteur et ils reçoivent des mises à jour de la station au sol pendant le vol. Et il faut qu'il la touche en plein cœur, la roquette. Alors non, et c'est un autre point intéressant. Le Tamir n'a pas besoin d'un impact direct, d'un hit-to-kill. Il est équipé de ce qu'on appelle une fusée de proximité. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est conçu pour exploser très près de la cible, à environ 10 mètres de distance. C'est l'onde de choc de l'explosion et les fragments qui détruisent la roquette en vol. Ça réduit les risques de gros débris dangereux qui retomberaient au sol. Malin. Et pendant que tout ça se passe en l'air en quelques secondes à peine, au sol il se passe quelque chose aussi, non? Les sirènes. Ah oui, tout à fait. C'est la mesure complémentaire indispensable. Quand le système détecte une roquette qui menace une zone peuplée, il ne fait pas qu'envoyer l'ordre de tir. Il déclenche aussi les sirènes d'alerte dans la zone concernée. Et là, les gens doivent se mettre à l'abri. Exactement. Ils ont très peu de temps, parfois juste quelques secondes, parfois 1 minute, ça dépend d'où vient le tir. Ils doivent rejoindre les abris, les mamades, ces pièces sécurisées qui sont obligatoires dans toutes les nouvelles constructions en Israël depuis les années 90. La technologie, ça aide, mais ça ne remplace pas la protection passive des abris. C'est vraiment un système intégré alors. La technologie et la protection civile main dans la main. C'est ça. L'un ne va pas sans l'autre. Bon, le dôme de fer, on a compris, c'est pour les menaces proches, les roquettes surtout, mais vous disiez qu'Israël fait face à d'autres types de menaces, plus lointaines, plus sophistiquées peut-être. C'est là qu'interviennent les autres couches du bouclier. La deuxième, c'est... La fronde de David. Oui, la fronde de David, ou David Sling en anglais, elle est opérationnelle depuis 2017. Là, on monte d'un cran. C'est-à-dire, pour quel type de menace? Elle est conçue pour intercepter des menaces plus complexes. Des missiles balistiques de courte à moyenne portée, disons, ou des missiles de croisière. On parle de portées qui peuvent aller jusqu'à 200 voire 300 km. Et techniquement, c'est différent du dôme de fer? Oui, très différent dans le mode d'interception. Là où le Tamir du dôme de fer explose à proximité, les intercepteurs de la fronde de David, qu'on appelle les stunners, eux, sont conçus pour un impact direct. C'est du hit to kill. Ah oui, comme je disais, touché en plein cœur là. Exactement. Ils doivent percuter la cible à très haute vitesse. Ça demande des systèmes de guidage encore plus précis, mais ça n'utilise pas de charge explosive pour l'interception elle-même. Impact direct contre explosion à proximité. Deux philosophies. Et il reste le troisième étage, le plus haut, le plus ancien aussi, vous disiez? Le système Arrow. Arrow ou Arrow. Oui, il est opérationnel depuis les années 2000. Lui, c'est vraiment le sommet du bouclier. Sa mission? Intercepter les missiles balistiques de longue portée. Longue portée, ça veut dire quoi? On parle de missiles capables de parcourir plus de 300 km, et même beaucoup plus. Là, on pense clairement à la menace stratégique que pourraient représenter des pays plus éloignés, comme l'Iran par exemple. Et ça intercepte où? Très haut. Très très haut, oui. Pour certaines versions comme l'Arrow 3, l'interception peut même avoir lieu en dehors de l'atmosphère terrestre, à la limite de l'espace. On appelle ça l'interception exo-atmosphérique. Carrément. Et Arrow, c'est aussi un système à plusieurs couches en lui-même, avec différentes versions de missiles, Arrow 2, Arrow 3 et Arrow 4 qui est en développement. C'est vraiment dédié à ces menaces balistiques stratégiques. Il n'est pas activé pour des roquettes tirées depuis Gaza, par exemple. Ça n'aurait pas de sens. D'accord, donc on a bien cette défense étagée, dôme de fer pour le tout près, fronde de David pour l'intermédiaire et Arrow pour le très loin. Bon, sur le papier, ça a l'air assez complet, assez impressionnant. Mais la question qui fâche peut-être, est-ce que ça marche vraiment si bien? L'armée israélienne communique souvent ce chiffre de 90% de réussite pour le dôme de fer. Qu'est-ce qu'on peut en dire en regardant les sources? Alors là, oui, c'est là que ça devient plus nuancé. Ce chiffre de 90%, il faut vraiment le prendre avec des pincettes.
Pourquoi? Premièrement, les données précises, détaillées sur les performances réelles, elles sont classifiées par l'armée israélienne, par Tsahal, donc impossible de vérifier de manière indépendante. D'ailleurs, les estimations externes, elles varient énormément. Certains critiques, en analysant des débris ou des impacts au sol, parlent de taux très bas, genre 5 à 20%. D'autres analyses sont plus proches des 90-95% annoncés. C'est très difficile de savoir. D'accord, manque de transparence. Et deuxièmement, Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, ce taux de 90%, même s'il est vrai, il ne concerne que les requêtes que le système a identifiées comme dangereuses, comme menaçant une zone sensible, et sur lesquelles il a décidé de tirer un intercepteur. ça ne compte pas toutes les requêtes qui se sont tirées vers Israël. Non. Ça ne compte pas toutes celles qui tombent dans des champs, dans le désert, et sur lesquelles le système volontairement ne tire pas pour économiser ses munitions. Donc 90% des menaces engagées, pas 90% de toutes les requêtes tirées. Ça change quand même pas mal la perception du chiffre, non? Ah oui, complètement. Ça relativise beaucoup. Et puis il y a eu des événements récents, cités dans les sources, qui ont montré les limites de ce bouclier, même avec toutes ces couches. Comme l'attaque du 7 octobre 2023. Oui, par exemple. Ce jour-là, le Hamas a lancé une salve massive de roquettes en très peu de temps. Une des sources parle de 4300 projectiles environ. Cette tactique de saturation massive, elle semble avoir dépassé la capacité du dôme de fer à traiter toutes les menaces en même temps. Du coup, un certain nombre de roquettes, on ne sait pas combien exactement, sont passées à travers les mailles du filet. Le système a été submergé. C'est l'idée. Autre exemple, dans les sources Front. L'attaque iranienne d'octobre 2024. Là, on parle de missiles balistiques, donc c'est plutôt la fronde de David et Arrow qui sont entrés en jeu. Sur 184 missiles lancés, selon les chiffres cités, le taux d'interception combiné aurait été de 79%. 79%, ça veut dire que 21% sont passés. Ça veut dire que 38 missiles auraient quand même atteint leur cible, d'après cette source. Et un autre épisode, en juin 2025, une autre attaque iranienne aurait montré la même chose. Des missiles plus rapides, des drones utilisés comme leurre pour brouiller les radars, et les défenses à nouveau débordées. Donc ce fameux seuil de saturation, ce n'est pas un mythe? C'est une limite bien réelle. Absolument, c'est physique. Un système, aussi sophistiqué soit-il, ne peut traiter qu'un nombre limité de cibles en même temps. Les détecter, les suivre, calculer les trajectoires, lancer les intercepteurs. Si l'attaquant réussit à lancer plus de projectiles en même temps que ce que le système peut gérer, eh bien, il le sature. C'est la faiblesse de base de toute défense antimissile. Et il y a d'autres faiblesses, d'autres limites? Oui, les sources en pointent d'autres. Par exemple, le dôme de fer a été conçu au départ pour contrer des roquettes assez simples, avec des trajectoires balistiques prévisibles. Il serait moins efficace contre de nouvelles menaces, comme certains drones. Pourquoi les drones? Parce qu'ils peuvent voler plus bas, plus lentement, et surtout avoir des trajectoires moins prévisibles, changer de cap. C'est plus difficile à intercepter pour un système optimisé pour des trajectoires paraboliques. Et puis il y a l'énorme question du coût. Ah oui, le coût. On a dit qu'une batterie coûte cher, autour de 50 millions de dollars. Mais c'est surtout le coût de chaque tir qui est vertigineux. Un seul missile intercepteur, Tamir, ça coûte entre 40 000 et 50 000 dollars. 40 000 à 50 000 dollars pour arrêter une roquette qui, d'après les estimations qu'on trouve, peut coûter à l'adversaire quelque chose comme 500 dollars à fabriquer. Voilà, le ratio est absolument démentiel. C'est une asymétrie économique incroyable. C'est ça. Et cette asymétrie, c'est sans doute une partie de la stratégie adverse, des groupes comme le Hamas ou l'Hezbollah. Forcer Israël à dépenser des fortunes en défense avec des moyens offensifs qui sont, eux, relativement bon marché. Ça pose une vraie question sur la soutenabilité économique de cette défense sur le long terme. C'est une forme de guerre d'usure par l'économie, en fait. Du coup, face à ce défi du coût, j'imagine qu'Israël cherche des alternatives, non? On entend parler de nouvelles technologies? Oui, il y a notamment un projet qui fait beaucoup parler, l'Iron Beam, le rayon de fer. Le rayon de fer. C'est quoi? Là, l'idée, ce n'est plus de tirer des missiles intercepteurs, mais d'utiliser des lasers de haute énergie pour détruire les cibles en vol. Roquettes, drones, obus de mortier. Des lasers? Comme dans Star Wars? Bon, un peu moins spectaculaire peut-être, mais l'idée est là. L'objectif annoncé, c'est une mise en service fin 2025. Et le gros avantage, ce serait le coût par tir. On parle d'une estimation à 3,50 $. 3,50 $? Ouais, Contre 50 000 pour un termière. exactement.
Si ça fonctionne vraiment bien en conditions réelles, sur le terrain, ce serait une petite révolution pour contrer cette fameuse asymétrie des coûts. Ça changerait la donne, c'est sûr. Mais en attendant ce laser miracle, le financement des systèmes actuels, ça reste un gros sujet. Et là, les États-Unis jouent un rôle important, non? Ah oui, un rôle absolument crucial. Il faut bien voir que le développement et la production du dôme de fer, ça a été cofinancé par Washington, dès l'administration Obama. D'accord. Et depuis 2016, les États-Unis versent une aide militaire annuelle spécifique juste pour les systèmes antimissiles israéliens. Dôme de fer, fronde de David, Arrow. C'est de l'ordre de 500 millions de dollars par an. C'est énorme, Evelyne, hein. Oui, et ça crée, de fait, une forte dépendance. Plus Israël utilise ses intercepteurs lors d'une confrontation, plus il a besoin de se tourner vers les États-Unis pour refaire ses stocks, qui coûtent très cher. Je vois. Une dernière chose, on entend parfois, surtout aux États-Unis, parler d'un projet un peu similaire, le Golden Dome, le Dôme d'or. C'était une idée évoquée par Donald Trump en mai 2025. Est-ce que c'est la même chose que le dôme de fer israélien? Alors, oui, le rapprochement par le nom est facile, mais les sources indiquent qu'il faut être très prudent. Les objectifs n'ont rien à voir. Ah bon? Le dôme de fer israélien, on l'a vu, c'est pour des roquettes, des missiles de courte ou moyenne portée, sur un territoire assez petit. Le projet Golden Dome américain, tel qu'il a été décrit, viserait à protéger tout le territoire américain contre des menaces stratégiques majeures, genre les missiles balistiques intercontinentaux, les ICBM, qui viendraient de Russie ou de Chine. L'échelle, les technologies nécessaires, les enjeux, ce n'est pas du tout comparable. D'accord, c'est clair. Alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça. On peut dire que le dôme de fer, c'est une pièce importante, c'est sûr, mais c'est juste une pièce d'un puzzle plus large, ce système de défense israélien multiniveau, qui est très complexe et très coûteux. Il a montré qu'il pouvait intercepter pas mal de roquettes dangereuses et donc sauver des vies, c'est indéniable. Oui, absolument. Mais ce n'est pas une solution miracle, loin de là. On a vu ses limites à terme. La saturation face aux attaques massives, le coût exorbitant de chaque interception qui pose un vrai problème de soutenabilité, et puis les défis pour s'adapter aux nouvelles menaces, comme certains drones ou des missiles plus rapides. Donc, une efficacité réelle, mais relative et conditionnelle. Voilà. Et au-delà de ces aspects techniques ou financiers, il y a une réflexion intéressante qui est soulevée dans une des sources, en s'appuyant sur l'analyse d'un certain Joe Afromer. C'est une question plus profonde. Allez-y. Est-ce que cette technologie de défense, qui est très avancée et qui offre une protection réelle, ne risque pas, paradoxalement, de créer une sorte de faux sentiment de sécurité? Ou une forme de complaisance, peut-être? Comment ça? L'idée, c'est que si la population et les dirigeants se sentent relativement à l'abri des conséquences directes des tirs, est-ce que ça ne réduit pas l'urgence, l'incitation à chercher des solutions politiques diplomatiques au conflit qui est à l'origine de ces tirs? Ah, je vois. Le bouclier technologique en protégeant pourrait en même temps rendre moins pressante la nécessité de s'attaquer aux racines du problème. C'est un peu ça la réflexion qui est posée. Ce sentiment de sécurité, qui est évidemment précieux à court terme pour les gens, pourrait peut-être nuire à long terme s'il renforce l'idée qu'on peut gérer le conflit uniquement par des moyens militaires et technologiques, et si ça détourne de la recherche de solutions politiques, qui sont bien sûr plus fondamentales, mais aussi beaucoup plus difficiles à trouver et à mettre en œuvre. Ce qui nous amène à une interrogation finale pour laisser un peu matière à réflexion. Est-ce qu'une défense technologique, aussi performante soit-elle, peut vraiment remplacer la résolution politique d'un conflit? Ou est-ce qu'elle risque, en quelque sorte, en atteignant les symptômes les plus visibles, de masquer l'urgence de traiter les causes profondes, et peut-être même, sans le vouloir, de contribuer à faire durer l'affrontement? C'est une question ouverte, complexe, et qui mérite sans doute d'être méditée.